Alors, comme ça a été dit par Christophe et Gilles, la société a évolué et, pour faire simple, même si les données sont au cœur, même si le client est au cœur, il y a eu 3 étapes dans l'ère de l'informatique contemporaine, puisque la préhistoire, c'est la Seconde Guerre mondiale et avant. D'abord, la première période, l'ère du matériel, où la valeur ajoutée était dans le matériel et les systèmes d'information, avec IBM qui régnait en maître, donc pendant 40 ans. Ensuite, le virage du logiciel qui a été loupé parce que IBM considérait de façon un petit peu hautaine que finalement, c'était plutôt intéressant de se focaliser dans les gros systèmes, qui coûtaient une fortune, plutôt que dans le logiciel. Et il n'avait pas vu venir avec le PC-DOS, puis le MS-DOS, et ensuite Windows, l'avènement de Microsoft. Donc ça a été pendant 20 ans l'ère du logiciel, avec la valeur ajoutée dans le logiciel. Et depuis 2005, la valeur ajoutée s'est déplacée non plus dans le logiciel, mais dans les données. Si bien que ce qui est considéré comme moins stratégique par les Américains est sous-traité. Tout le développement logiciel est fait maintenant en grande partie à Bangalore, en Inde. Tout ce qui est matériel n'est plus forcément détenu par les Américains, puisque par exemple la fabrication des iPhones est faite en Chine, à Shenzhen, ou alors Lenovo, le chinois, qui a racheté la partie serveur d'IBM, qui était une bonne opération à court terme pour les analystes financiers, mais qui à long terme était contestable. Même si maintenant IBM essaye de revenir dans la course, on parle des GAFAM, parce que Microsoft en fait partie des GAFA, et a d'ailleurs beaucoup évolué, puisqu'ils sont plus dans une logique d'entêtement, en disant voilà, on va s'entêter sur Explorer, sur un système, etc., même s'il est en perte de vitesse, mais ils sont plutôt dans une logique opportuniste. On le voit avec les rachats de LinkedIn, GitHub, etc. Ils sont passés dans une logique, on va utiliser l'intelligence de la multitude, on va utiliser l'open source pour se transformer. Et à chaque époque, il y a eu des challengers. Pour les premiers micro-ordinateurs avec IBM, ça a été le Macintosh. Pour le logiciel avec Microsoft, la suite Office et la bureautique, ça a été Linux et l'open source. Et puis pour l'ère des données, il y a Google, mais bon, il y a un acteur plus récent qui est Facebook et qui a une croissance, la croissance la plus forte des GAFA. Et maintenant, on a une concentration avec les GAFA, puisque la richesse créée par les GAFA est supérieure à celle de, on va dire actuellement, la péninsule ibérique plus la Pologne. Mais demain, ce sera l'ensemble de l'Union européenne. Sachant que moi, je parle pas simplement des GAFA, mais des 9 fantastiques, c'est-à-dire les GAFAM plus les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Même si la vision de Tesla parmi ces 9 fantastiques peut être plus nuancée, avec un fou visionnaire, mais fou, donc c'est un peu un oxymore à sa tête, hein, Elon Musk, puisqu'il veut finir ses derniers jours sur Mars. Donc il voit vraiment une nouvelle frontière et il est visionnaire, mais c'est pas un financier. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'ancien patron de ma femme chez Seagate, le directeur financier, a quitté Seagate, le numéro 2 du disque dur, pour être pendant 1 mois directeur financier de Tesla. Quand il a vu le bazar que c'était au niveau de la gestion des comptes, etc., il a donné sa démission. Mais aux États-Unis, on peut très bien donner sa démission et puis 15 jours, 3 semaines après, retrouver du travail. Il y a une plus grande flexibilité dans le travail et le coût social dans les projets est évalué. C'est-à-dire que si on arrête un projet, ça coûte moins cher d'un point de vue financier, puisqu'il y a déjà des plans d'accompagnement qui sont prévus. Alors que la France va prévoir un plan social minime, puis un deuxième plan social, puis un troisième plan social. On voit ça, par exemple, pour la réforme des retraites. La réforme de retraite, ça avait été commencé avec Juppé. Là, il y a eu encore une réforme de retraite après avec Fillon, maintenant avec Macron. Et on n'en finit pas, et il y en aura encore après. Donc ça, c'est important de savoir que la valeur ajoutée s'est déplacée dans les données et que parmi les GAFA, il y a un des acteurs qui concentre le plus la chaîne de valeur, l'intégration verticale, c'est Apple. Parce que Apple, qui réalise 2 tiers de son chiffre d'affaires, ou pratiquement 2 tiers, avec un seul produit, l'iPhone,
Et c'est un petit peu le Fordisme 2.0, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir le choix de son iPhone à condition que ce soit l'iPhone 10 ou un ou deux modèles, mais pas plus. Et avec ça, ils contrôlent à la fois le matériel, même si c'est sous-traité dans la fabrication, le système d'exploitation et puis l'App Store, les données qui vont avec. Et donc c'est un modèle assez fermé, mais avec une intégration verticale. Et ce qui avait été dit par Gilles, c'est qu'il y a une plus grande porosité dans les domaines d'activité stratégique des acteurs, et il n'est pas rare qu'un GAFA aille braconner sur les terres d'un autre, même si après ils peuvent se planter. Google Plus était une tentative de faire un Facebook. Finalement, ça n'a pas marché, mais ils n'ont pas d'état d'âme à fermer le rideau et à penser à autre chose. Donc ça, c'est très important. Le fait qu'ils ne sont pas enfermés dans un marché unique, mais qu'avec une logique opportuniste, ils peuvent très bien aller sur d'autres domaines d'activité, Google dans la santé, le transport autonome, l'énergie, le rachat de Nest par exemple, la domotique, et tout l'ADN commun, c'est l'exploitation des données, avec une organisation qui est différente, qui a été montrée comme Gilles, les petites structures autonomes, apprenantes, avec deux choses, à la fois la donnée au centre, le client au centre, mais j'irai plus loin, il y a aussi la symétrie des intentions, c'est-à-dire traiter aussi bien, pour une entreprise performante, le client que les collaborateurs eux-mêmes. Parce que s'ils ne sont pas en formation continuée tout au long de leur vie, s'ils ne sont pas dans une logique collaborative pour partager des expériences, des richesses, etc., finalement, il va y avoir de la démotivation, une fuite des talents, etc., etc. Donc ça, c'est pour résumer. Au 19e siècle, on raffinait le pétrole, l'or noir. Au 20e siècle, on enrichissait l'uranium. Et au 21e siècle, on raffine, on enrichit et on contextualise le nouvel or blanc, les données. Mais une donnée en tant que telle n'a aucune valeur. C'est par rapport à son exploitation, sa contextualisation, sa sémantisation qu'elle veut dire quelque chose. Alors on estime qu'en 2008, c'est la charnière dans le basculement pour la transformation digitale. Parce qu'il y a eu conjointement l'apparition du smartphone, la géolocalisation, qui ont permis des usages nouveaux et à des nouveaux acteurs de venir disrupter, c'est-à-dire perturbés par un nouveau business plan, par rapport à des nouveaux processus, par rapport à une nouvelle culture du travail, des organisations bien établies. Alors Airbnb pour l'hôtellerie, Uber pour les taxis. Alors Uber, c'est quand même fantastique, même si Uber s'est même fait ubériser à San Francisco, sa ville de naissance, par un acteur qui s'appelle Lyft, parce qu'on peut toujours être plus agile ou avoir quelque chose de plus humain ou différent dans ses process. Uber, c'est ce que dit un petit peu Antonio Casilli, c'est du digital labor. On va exploiter des nouveaux travailleurs, des conducteurs de taxi payés au lance-pierre avec une notation réciproque de la personne qui est prise par la course et puis le conducteur. Mais Uber, la grande force, c'était de combiner l'usage du smartphone et la géolocalisation pour inventer un nouveau service avec une grande force, moins anxiogène, c'est de connaître le prix de sa course à l'avance. Quand on prend un taxi et qu'on est dans les bouchons et qu'on voit le compteur défiler, on ne sait pas combien on va en avoir, est-ce que ça va être pour 150, 200 €, et ça fait flipper. Donc ça, c'est issu de Statista, 10 produits qui n'existaient pas il y a 10 ans ou moins de 10 ans et qui sont maintenant quasiment incontournables. Donc les applications de messagerie, WhatsApp, alors tout ça, ça fait partie du groupe Facebook. WhatsApp, Messenger, Facebook, Oculus, Instagram, et c'est un écosystème très fort. Android, Chrome, donc ça c'est la planche de salut de Google. L'iPad qui a suivi l'iPhone, même si le décollage a été moindre. Mais ça a quand même généré d'autres usages, puisqu'on est dans une utilisation à la fois PC, tablette et smartphone. Et puis plus récemment, Snapchat. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre avant de parler de la disruption, c'est qu'il y a des acteurs qui règnent en maître,
les GAFA aux États-Unis, les BATX en Chine, avec notamment Alibaba. Et pour des entreprises comme La Poste, on a du souci à se faire au niveau du colis, parce que la logistique au niveau d'Amazon et d'Alibaba est très forte, d'où la nécessité de se transformer. Il faut se transformer en anticipation, pas quand la disruption a commencé. Donc prévoir en avance quels vont être les scénarios possibles, par exemple de décroissance du courrier, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des leviers de croissance. D'où, par exemple, avoir des structures d'innovation qui sont un petit peu en électrons libres et qui vont progressivement essaimer l'organisation maîtresse pour dire on va faire de nouveaux services, de nouveaux relais de croissance. Par exemple, le paiement sans contact sur smartphone pour permettre au facteur, pendant sa tournée, de vendre des produits et services. C'est expérimenté à La Poste et dans quelques mois, ça permettra justement au facteur de ne pas embarquer d'argent ou de chèque sur lui, d'avoir des risques de braquage moindres, mais en même temps de vendre de nouveaux services. Parce que la tournée reste la même, et s'il y a moins de courriers à distribuer, il y a peut-être d'autres choses à faire. Par exemple, pour les entreprises, collecter les piles usagées ou des déchets polluants. Donc il y a tout un tas de choses à imaginer. Je vais encore faire un exemple sur La Poste. 75 000 facteurs, à peu près autant de facteurs que de gendarmes, mais le facteur, il est 80% du temps sur le terrain, le gendarme 80% du temps en caserne. Donc il a la potentialité de dire, tiens, il y a des défauts sur la chaussée, des nids de poules ou des nids d'autruches, il y a une zone qui est en travaux avec des sens interdits, une zone qui est limitée à 30, on va collecter ces données grâce au smartphone des facteurs, ça va remonter dans le système d'information centrale, et pourquoi pas ces données les vendre à Google pour Google Maps. Donc on peut très bien avoir, et même si à chaque fois c'est quelques centimes d'euros, on peut très bien avoir de nouveaux modèles économiques qui peuvent être une source de création de valeur. Donc il faut voir un petit peu comme les Chinois le voient, le mot crise, non pas comme un mécanisme de récession où on a tendance à se crisper, mais également, le deuxième sens de la signification de crise en chinois, l'opportunité. Alors les GAFA règnent en maître aux États-Unis, ou les GAFAM, les BATX en Chine. Alors il y a un petit adage qui dit les Américains innovent, les Chinois copient, mais copient de moins en moins, ils innovent de plus en plus. On n'a qu'à voir Alipay ou WeChat par exemple, parce que les Chinois, c'est les premiers internautes en nombre dans le monde. Mais comme ils n'ont pas connu la révolution du PC, ils sont passés tout de suite au smartphone ou au téléphone portable. Et donc, ils sont en avance sur certains usages mobiles par rapport aux Américains. Alors même si sur le 1,4 milliard de Chinois, il n'y en a peut-être que 450 millions qui consomment, mais ces 450 millions, c'est quelque chose de colossal, au même titre que les 325 millions d'habitants aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a déjà un marché énorme. Alors qu'en Europe, si on ne pense pas international dès le début, si on n'a pas une application en anglais, on se heurte à des difficultés. Donc les GAFA, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est être leader sur un marché naissant et le rester. Donc ils croissent très vite, ils rentabilisent l'audience après. Et puis, s'ils sont en position de monopole, ben, ils préfèrent payer des amendes d'un point de vue cynique, mais être numéro 1. Alors, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens réglementent et les Français taxent. Comme ça, on a vraiment la chaîne de valeur. Mais il faut quand même constater que les Français innovent plus que les Américains. Mais du fait de leur culture, de la non-prise de risque, de l'éducation héritée depuis la petite enfance, il y a moins de création d'entreprises et de volonté de prendre des risques en France qu'aux États-Unis. C'est ce que disait aussi Gilles sur le fait qu'il y a une crainte du chef qui est très très forte. Mais est-ce qu'on peut avoir légitimement la même crainte de Napoléon ou de Louis XIV ou du président ou des présidents actuels? Je vous laisse y réfléchir. Donc une fois qu'on a cru très vite et qu'on a monétisé l'audience, ça permet d'avoir beaucoup de cash et d'accélérer le go-to-market en disant, pour les GAFA, soit on va développer des solutions en interne avec des équipes qu'on va mettre en compétition, soit on va racheter une start-up qui fait la solution sur le marché. Par exemple, Google Maps, Waze, il y a Waze, on va le racheter pour $1 milliard, c'est pas très cher.
Google a racheté YouTube en 2006 pour 1,65 milliard dollars. Donc 1,65 milliard de dollars, c'était pas très cher. Bon, après, il y a des rachats plus chers. Hein. Par exemple, quand Intel qui fête ses 50 ans, c'est l'entreprise du numérique qui a réalisé le plus grand nombre de bénéfices ces 50 dernières années, plus que Apple. Parce qu'Apple a eu des années où ils étaient dans le rouge. Hein. Et puis Apple n'existe que depuis 1976. Donc il y a une moins grande antériorité. Eh bien, des entreprises comme Intel, pour avoir des relais de croissance et pas être uniquement au niveau des microprocesseurs, mais toutes les applications qui sont consommateurs de CPU assez monstrueux, par exemple des ralentis en 3 dimensions sur des matchs pour les finales de Super Bowl, etc. Donc il y a besoin d'avoir 36 000 caméras, y compris sur les joueurs en mouvement et tout. Ben, ils n'hésitent pas à acheter alors, Mobileye, par exemple, pour la voiture autonome, pour 10 milliards de dollars. Et c'est aussi une différence entre les États-Unis et la France, c'est que les Français ont énormément de capacités créatives, mais ils vont moins lancer leur start-up et puis vont moins lever de fonds. Après, si on veut peser sur la scène internationale, l'intérêt pour les entreprises, c'est d'avoir des programmes d'accélération, des partenariats avec des start-up, mais également penser au marché américain, au marché asiatique, pour adresser le marché mondial. Et puis également, les GAFA, pourquoi ils sont là? C'est qu'il y a aussi beaucoup d'actions d'influence, de lobbying pour influencer des standards. Je prends un exemple. X25 pour le Minitel, c'était un standard de l'IXO. X quelque chose. Alors que TCP/IP, c'était pas un standard, c'était un standard de fait, mais c'était TCP/IP et Internet qui s'est imposé. Le lobbying est important, et quel que soit l'acteur, si on est dans le domaine de l'agriculture, il va falloir aussi... comment croyez-vous qu'il y ait des Monsanto qui pèsent aujourd'hui alors qu'on est dans l'ère du bio? C'est un scandale, Monsanto, ça ne devrait pas exister, c'est un non-sens écologique et économique. Mais du fait des lobbying, on fait croire que c'est bien. L'huile de palme qui est utilisée en argument par Nutella, en disant que c'est plus onctueux, plus ceci, plus cela, et que c'est de l'huile de palme bio aussi, alors que ça déforeste certaines zones de la planète. Donc, cette notion d'influence, de lobbying est importante dans la transformation digitale des acteurs. Après, il y a certaines spécificités pour chacun des acteurs. Je passe. Alors ça, c'est juste une petite cartographie que vous aurez pour vous montrer qu'il y a une concentration très forte des entreprises technologiques dans la Silicon Valley et que la Silicon Valley est passée d'entreprises du monde du hardware à des entreprises dans les mondes des données maintenant. Et tout ça en l'espace de 60 km de nord au sud, du nord au sud, sachant que sur les 9 fantastiques, 7 ont leur siège soit à San Francisco, un petit peu plus au nord-ouest, ou soit dans la Silicon Valley. 2 ont des sièges sociaux ailleurs, c'est Amazon, à Seattle, et puis Microsoft. Mais Amazon et Seattle, bien qu'ayant leur siège dans l'État de Washington, donc au nord de la Californie, vous avez Californie, État de l'Oregon, État de Washington et ensuite le Canada, et bien malgré tout, Amazon a son laboratoire de recherche, le Lab 126, sur les produits de type Kindle, matériel, etc., qui sont faits là-bas. Et puis Microsoft a une antenne importante à Mountain View. Alors pourquoi? Parce que dans le cadre de l'interopérabilité recherchée entre les acteurs, il est important que Google, qu'Amazon, que Facebook se parlent. Et d'ailleurs, quand on regarde les CV sur LinkedIn de certains ingénieurs, chefs de projet des GAFA, on voit que souvent, quand ils changent d'entreprise, ils passent d'un GAFA à un autre. Alors maintenant, le cœur du sujet, la distribution et la création de valeur. Donc c'est la dichotomie, le débat entre l'évolution incrémentale et l'évolution disruptive, de rupture, sachant que pour l'évolution disruptive, il faut sortir du cadre, il faut penser différemment et qu'on a besoin de ne pas être contraint par une hiérarchie, d'où souvent des projets un petit peu indépendants, faits en mode commando. Parfois, des gens qui sont mis sur la touche ou au placard vont être créateurs de valeur.
Je pense par exemple au projet Twingo de Renault. C'était une personne qui était un petit peu en marge de l'organisation, mais qui a pu permettre de lancer le projet. Il y a deux types de disruption. La disruption active, de type Airbnb, de type Uber, et puis la disruption passive, c'est-à-dire je suis disrupté parce que je ne veux pas faire certains paris technologiques. Kodak par rapport aux paris du numérique. Ils avaient dans leurs équipes des personnes qui avaient développé les technologies numériques. Mais ils n'ont pas voulu le commercialiser parce que ça aurait fait de la cannibalisation interne. Et il y aurait, par le lancement des produits numériques chez Kodak, des services argentiques qui auraient décliné. Et c'est une querelle de chef. C'est pour ça que dans la transformation digitale, le top management et la vision du dirigeant est primordial. À un moment, c'est lui qui fixe le cap et les gens suivent. Et même s'il y a un cap qui est fixé, pour que l'innovation puisse se faire, on a besoin à la fois de top-down et de bottom-up. Mais le bottom-up, les boîtes idées, etc., c'est moins efficace que le top-down, même si les deux doivent cohabiter. La valeur ajoutée, avec l'importance de la donnée, comme on l'a vu, elle est davantage immatérielle. Et les Américains vont être très pragmatiques dans l'innovation et la disruption. Ils vont dire, il y a un problème. Plus le problème est gros, plus il y a une opportunité business qui est grande, à travers des solutions. Et on ne va pas utiliser la technologie pour la technologie, mais on va utiliser la technologie pour répondre à des solutions. Donc c'est une utilisation pragmatique de la technologie. En France, il y a plus de prix Nobel par habitant qu'aux États-Unis, mais les États-Unis vont plus se scorer. Alors par exemple, Uber, il y avait un problème de grève de taxi, etc. pour se rendre à une conférence, mais on s'est dit, les fondateurs se sont dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un service Airbnb par rapport à l'hôtellerie, et TransferWise, c'était des transferts qui étaient faits de devises, mais dans d'autres sens. A voulait transférer à B des livres sterling en euros, et puis B vers A d'euros en livres sterling. Ils se sont dit, tiens, est-ce que plutôt que de passer par les banques, on ne pourrait pas faire un système où on aurait des intermédiaires en moins, tout en suscitant la confiance. Et c'est comme ça que TransferWise est né. Et moi, je l'utilise pas mal pour utiliser des transferts de dollars en francs. Ça permet d'éviter d'engraisser les banques. Et ça, c'est une concurrence que les banques doivent intégrer si elles ne veulent pas perdre des pertes de marché ou avoir leur produit net bancaire qui diminue. Et pour pouvoir générer une évolution disruptive ou incrémentale, il est nécessaire d'avoir des équipes pluriactuelles, donc des pluridisciplinaires, avec des designers, des concepteurs développeurs, des marketeurs qui vont travailler ensemble sur des structures projets ou en dehors du cadre, dans des espaces de coworking, éventuellement avec d'autres startups, avec d'autres acteurs pour se challenger, avoir des idées nouvelles. Et c'est surtout l'utilisation du cerveau gauche et du cerveau droit, le côté rationnel et puis le côté créatif qui vont cohabiter, avec également toute l'intelligence de la multitude et la collaboration. Donc les transformations liées au numérique, donc il y a l'automatisation, la désintermédiation. On va supprimer un acteur dans la chaîne de valeur, par exemple Ripple, un acteur dans les crypto-monnaies qui va ubériser les chambres de compensation. La désintermédiation. Et tout ça, ça va générer des possibilités à exploiter pour des nouveaux entrants ou des organisations traditionnelles qui vont changer leur modèle d'affaires, qui vont changer leur processus interne. On a vu que finalement les outils arrivaient en bout de chaîne, mais il y a une grosse réflexion qui doit se faire en amont de la chaîne de valeur. Parce que si on ne fait pas ça, les deux traversent et on se fait ubériser par un acteur qui va être plus agile, il va le faire à votre place. On se fait kodakiser, c'est-à-dire qu'on a les compétences en interne, mais on ne va pas les commercialiser. Et résultat, il y a un autre acteur qui va vous dépasser. Donc il y a 4 attitudes par rapport à la transformation digitale. Soit on est attentiste, soit on est impressionniste en ayant des communications numériques qui est faite. On a culture au numérique, mais c'est un petit vernis qu'on rajoute. Soit on va externaliser en disant, pour ne pas disrupter l'organisation, la maison mère, on va créer une entité séparée qui va être en avance de phase, et puis après on va essayer de faire des liens entre la maison mère et cet acteur. Donc c'est le cas par exemple de Voyage SNCF qui, tout en vendant des billets SNCF, a utilisé l'écosystème avec la réservation de taxis, l'hôtellerie, etc. Un peu ce que Gilles disait pour les banques avec
l'offre de déménagement et tout ce qui allait avec. C'est-à-dire qu'il faut raisonner en chaîne de valeur, mais avec une intégration horizontale pour essayer de voir comment on peut avoir un client avec ses données de bout en bout. Intégrateur, c'est Casino qui rachète ses discounts pour se développer dans la livraison à domicile. Et puis les transformateurs, ça c'est les GAFA et les Natu, sachant qu'ils ont aussi des nouveaux outils de management. Par exemple, Google, qui s'inspire beaucoup des universitaires et de leurs travaux, consacre pour les chefs de projet et les développeurs, mais pas pour les fonctions support, permet aux Googlers, donc aux salariés de Google, d'accorder 20% de leur temps à des projets personnels qui peuvent ensuite rejaillir sur l'entreprise. Et c'est ainsi qu'un stagiaire plus un ingénieur ont développé Gmail. Gmail en première version, qui a ensuite été enrichi depuis. Cardboard aussi pour les lunettes de réalité virtuelle en carton, c'est un projet qui a été fait dans le cadre personnel de salariés chez Google. Alors pour cela, il faut nécessairement sensibiliser le top management, parce que c'est la vision du dirigeant. Les dirigeants doivent être sensibilisés au numérique, sachant que c'est un petit peu plus difficile, parce que quand le dirigeant a 55 ans et plus, il est en théorie moins appétent au numérique, mais il a un recul historique, stratégique, etc., qui lui permet de prendre des décisions. Donc c'est aussi aux dirigeants de s'entourer de bons ambassadeurs du digital et de transformateurs qui vont pouvoir permettre à l'entreprise de se réinventer. Alors, quelques exemples de transformation digitale qui est mal faite. Un petit truc qui m'est arrivé, c'est que je renouvelle ma carte de stationnement résident à Paris. Je fais ça en ligne le 1er octobre, sachant que ma carte prenait fin le 15 octobre et qu'il était indiqué qu'il fallait faire ça au moins 10 jours à l'avance. Donc ça, c'est pas tellement numérique. C'est-à-dire qu'on veut dématérialiser des processus, mais finalement, il y a un temps de traitement humain qui est encore plus long que si c'était fait au guichet. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Le 16, le 17, le 18, je vois que les droits sont expirés. Finalement, j'ai pu résoudre le problème en contactant via Twitter le service Paris J'écoute, qui a remonté le problème en interne. Heureusement qu'il y avait du community management pour dire que c'était un bug informatique et que ça a été résolu. Donc tout ça pour dire qu'on a beau faire une transformation digitale, mais si on met une couche de numérique et que le système à l'intérieur est pourri, on a fait juste qu'impressionner et se donner bonne conscience, alors qu'en fait, c'est les processus en profondeur qu'il faut changer. Autre exemple, Free. Alors, ma Freebox était en rade. D'ailleurs, j'avais été démarché la semaine qui précédait par Bouygues Télécom pour me proposer une autre box. J'ai dit pourquoi pas, parce que vous me proposez quelque chose de 2 fois moins cher. Je suis client chez Free depuis 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Et je vois que c'est toujours 32 €, qui me propose la Freebox et Révolution, mais à 35. Donc, pourquoi pas. Mais entre-temps, la Freebox est tombée en panne. J'essaye de joindre service client indisponible. Je me rends dans une agence Free à Paris pour pouvoir la changer avec la Freebox sous le bras, sachant que je n'avais pas pu prendre de rendez-vous. On me dit il faut faire la queue, vous n'allez pas pouvoir faire ça aujourd'hui. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur des PC prendre rendez-vous. Alors je vais prendre sur un PC sur rendez-vous, c'était le mardi. Mardi midi, je fais ça pendant ma pause sandwich et pommes pour gagner du temps et pouvoir faire ça. Et qu'est-ce que je vois ? Prise de rendez-vous, premier créneau disponible samedi. Je dis non, on se fout de ma gueule, quoi. Donc ce qui est frustrant aussi, c'est d'opérer une transformation digitale sans penser omnicanalité. C'est-à-dire que le client doit pouvoir contacter l'entreprise au niveau de la pré-vente, de la vente, de l'avant-vente, par plusieurs canaux. SMS, téléphone, face-à-face, réseaux sociaux. Et tout ça, ça doit être historisé dans le système d'information pour connaître la relation entre le client et la marque et savoir quelles sont les étapes et pas être comme dans Astérix Légionnaire où après le bureau 3, on passe au bureau 17, bureau 44, bureau 56 et ensuite on retourne au bureau 3. Donc ça, c'est pour considérer le client un peu comme Amazon le fait. Et accepter l'échec pour apprendre et mieux rebondir. Donc ça, c'est important, y compris pour la transformation digitale. Alors, ce qui a réussi,
Alors, c'est des bonnes pratiques, la logique d'ouverture, ça a été dit avec Richard Stallman, Linux, de POC, d'expérimentation, Proof of Concept, de Fab Lab, d'hackathon, les programmes d'entrepreneuriat où les salariés de l'entreprise peuvent être amenés à travailler sur des programmes qui leur sont chers, c'est un petit peu les 20% de Google. Et alors, un exemple d'une banque qui l'a bien réalisé, c'est le programme WAI de BNP Paribas. BNP Paribas qui avait déjà été pionnière avec l'atelier de veille BNP Paribas qui avait été fondé par Bio, mais au siècle dernier. Autre exemple, Accenture Super Hero Collaboration Game. C'est un jeu qui a été proposé par le top management pour désiloter et proposer aux salariés de découvrir les autres fonctions, les autres acteurs de l'entreprise avec une implication du top management. Et donc, c'était fait comme un jeu avec des notions de niveau. On passe du niveau 1 au niveau 2 si on a satisfait un certain nombre d'épreuves, d'étapes, etc., etc. Et ça a permis justement de mieux connaître les métiers au sein d'un groupe comme Accenture. Et puis le dernier point, c'est l'accélération du go-to-market. Est-ce qu'on veut faire des rachats internes ou est-ce qu'on fait des développements internes? La logique, c'est d'accélérer la mise sur le marché de produits et services.